Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je l'ai fait juste après avoir vu Raw de cette semaine. Je ne sais pas environ à quand cette vidéo sera sortie. Elle sortira très certainement dans la semaine après l'annoncement de la retraite de Daniel Bryan. Donc vous l'aurez compris, c'est une vidéo donc spéciale consacrée donc à Daniel Bryan, The American Dragon. À la base, la vidéo que je devais sortir cette semaine, c'était un top 5 sur la carrière de Shawn Michaels, mais finalement voilà, je vais consacrer cette vidéo donc à Daniel Bryan, The American Dragon. Donc dans cette vidéo tout simplement je vais donner mon avis sur Daniel Bryan, dire qu'est-ce qui va me manquer chez lui tout simplement, et aussi revenir sur sa carrière, essayer de faire un petit peu de faire un résumé de sa carrière, et puis bah voilà pourquoi est-ce qu'il m'a marqué, pourquoi il va manquer aux fans, en tout cas aux fans en général bien évidemment, puisque bien évidemment des gens ne l'aiment pas. C'est un petit peu, il n'y a aucun catcheur de toute façon qui fait l'unanimité. Il y a bien des catcheurs qui sont appréciés plus que d'autres bien sûr, mais voilà, tous les catcheurs sont à la fois aimés et détestés. Voilà, donc on va faire un petit peu un time-lapse. Donc on va commencer par le commencement, donc à savoir NXT. Donc pour ceux qui ne regardaient pas à l'époque NXT, ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on pouvait avoir actuellement à la WWE, donc c'est-à-dire oubliez tout ce qui est titre, NXT Pay-Per-View, donc tout ce qui était takeover, tout ça. Oubliez tout ça, à l'époque NXT ça n'avait absolument rien à voir, c'était pour moi une blague. Donc en fait c'était tout simplement des rookies qui étaient coachés par forcément des coachs qui étaient donc des WWE Superstars. Pour donner donc l'exemple, donc Daniel Bryan était coaché par le Miz. Et donc le vainqueur de la saison 1 de NXT, donc qui était Wade Barrett, lui était coaché par Chris Jericho. Donc il commence tout simplement à NXT, voilà, donc je me rappelle pas exactement s'il était un petit peu le favori de la foule à l'époque. C'est vrai que j'ai pas revu d'épisode depuis. Je sais qu'il s'est fait un gros nom sur le circuit indépendant, notamment la Ring of Honor, en tant que Bryan Danielson, dédicace à Nail au passage. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas vraiment de souvenirs, puisque bah c'était ça remonte en 2010, donc bah voilà, vu que j'ai pas de mémoire, voilà. Donc il fait tout simplement son petit trou à NXT. Finalement donc NXT saison 1 se termine, et donc là on arrive au deuxième grand moment de sa carrière. Enfin le premier peut-être grand moment, parce que bon, NXT ça a pas vraiment marqué sa carrière. On arrive au premier grand moment de sa carrière, donc c'est l'invasion de la Nexus donc à la WWE. Donc c'est, je pense, une invasion que presque tout le monde connaît, c'est une invasion qui a fait beaucoup parler. J'ai déjà d'ailleurs consacré un WWE Rewind exclusivement sur la Nexus, donc si jamais vous voulez aller le voir, je vous invite. Donc le fameux segment où tous les membres de la première saison de NXT défoncent, donc à l'époque c'était CM Punk contre John Cena dans le ring, et donc ils se sont fait tous les deux défoncer. Ils s'en sont également pris aux commentateurs, et Daniel Bryan, donc ce soir-là, si vous ne le savez pas, avait étranglé donc Justin Roberts avec sa cravate, ce qui lui avait valu d'être renvoyé. À la base, donc c'était un work, mais bien évidemment à l'époque on pensait que c'était vraiment réel, et au final donc ça a fait en fait partie de la storyline. Donc Daniel Bryan s'est fait renvoyer et a même catché donc sur le circuit indépendant entre deux, donc pour vous dire que c'était très très bien fait quand même. Et donc on arrive à SummerSlam 2010, donc on avait Team Nexus contre la Team WWE, donc Team WWE qui avait comme capitaine bien évidemment John Cena, et donc un partenaire mystère qui devait tout simplement aider la Team WWE. Et ce membre était donc Daniel Bryan. Donc déjà à l'époque je me rappelle que j'étais très content, voilà, c'est un lutteur que j'aimais vraiment bien, et donc voilà, c'est le premier moment où j'ai marqué avec Daniel Bryan tout simplement. J'étais très content à l'époque, victoire de la team WWE. Bon, je reviendrai pas sur le fait que ça a été une bonne chose ou non de faire gagner la team WWE sur la Nexus, même si pour moi la Nexus aurait dû gagner ce match, mais bon, c'est une autre histoire. Et donc là on va passer à la première grande date dans la carrière de Daniel Bryan, puisque c'est le premier titre qu'il a gagné, donc c'est un Night of Champions 2010 face au Miz, donc c'était pour le titre US, donc d'ailleurs il ne l'a gagné qu'une seule fois ce titre,
ce qui est assez drôle, c'est que comme par hasard, la prochaine review qui est prévue, c'est Night of Champions 2010. Donc voilà, c'est le seul match dont je me souviens, puisque ayant vu ce match dans les résumés de la carrière de Daniel Bryan hier lors d'Euro, et c'est vrai que voilà, à part ce match, j'ai aucun souvenir de ce pay-per-view, mais c'est vrai que à l'époque j'étais très content pour Daniel Bryan parce que c'est un excellent catcheur, à la fois technique et agile. Enfin, je suis très fan de ce genre de catcheur. Le Miz à côté fait quand même pas le figure. Même si c'est pas un catcheur pour moi qui est si mauvais que ça, le Miz, je trouve que les gens ont peut-être tendance à un petit peu trop bâcher le Miz. C'est vrai qu'Inring il est pas exceptionnel, mais au micro il envoie quand même du très lourd. Mais on est là pour parler de Daniel Bryan. Donc voilà, premier grand moment dans sa carrière, Night of Champions 2010. Ensuite on arrive une année plus tard, et encore une fois ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc c'est à Money in the Bank 2011, le fameux pay-per-view bien évidemment très connu pour le main event Cena Punk, mais faut quand même pas oublier que ce pay-per-view en général a été très très bon. Je me souviens qu'il y avait, je crois, seulement 2 matchs que j'ai pas trop apprécié, mais sinon tout le reste c'était du 5 étoiles. Pareil, le Money in the Bank ladder match, donc victoire de Daniel Bryan qui devient Mr. Money in the Bank. Donc c'est vrai que à l'époque j'étais très content aussi. On va dans la continuité des choses puisque 5 mois plus tard, Daniel Bryan cache le Money in the Bank à TLC 2011 sur le Big Show pour devenir donc World Heavyweight Champion. Premier grand titre gagné par Daniel Bryan à la WWE. À l'époque, pareil, j'étais très content, voilà. Surtout quand vous voyez sur qui il cache. Je veux dire, je veux pas être méchant avec le Big Show, mais c'est pas le champion qui me fait kiffer le plus, quoi, clairement. Faut quand même, même si on est là pour parler en positif de Daniel Bryan, je suis obligé de quand même parler de la fin de ce règne qui a quand même, on peut se le dire, a été dégueulasse puisque il s'est fini à WrestleMania, donc il est quand même resté champion environ 5 mois, mais qui s'est fini donc en 18 secondes face à Sheamus dans l'opener de WrestleMania 28, qui est un show absolument dégueulasse. Et ce match qui était, je crois, c'est l'un de mes plus gros coups de gueule en tout cas de ce pay-per-view, parce que voilà, on aurait pu avoir un très très bon match. Que son règne se finisse face à Sheamus, c'est pas ça qui me dérange le plus, c'est plutôt la manière. Voilà, perdre en 18 secondes, je trouve que c'est du n'importe quoi, mais bon, c'est encore une fois une autre histoire. Ensuite, je vais être obligé de parler de la team Hell No. Donc, c'est une équipe, donc il a été donc champion avec Cade une seule fois, encore une fois. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est une équipe que j'aime bien. Voilà, Team Hell No, j'ai jamais vraiment pu en parler de cette équipe, mais c'est une association que j'aimais plutôt bien. Entre le monstre Kane, 2 mètres, plus de 2 mètres pour 150 kg, avec Daniel Bryan, qui est un catcheur qui fait quoi, 1m70, 1m75 grand maximum, qui fait 80 kg à tout casser. Vraiment 2 styles totalement différents, vous le savez, j'adore les oppositions de style tout simplement, et je trouve que l'association entre les deux était vraiment bien. Et j'ai plutôt bien aimé leur run en tant que champion, même si je ne l'ai pas spécialement connu, vu que j'ai arrêté le catch. J'ai fait une grosse pause en 2012, j'ai pas spécialement suivi cette équipe de A à Z, mais j'aimais plutôt bien cette équipe, et c'est vrai que ils nous ont offert des bons matchs, donc j'ai plutôt bien aimé son association avec Kane. Ensuite on va arriver là où ça devient très très intéressant, donc c'est 3 règnes en tant que WWE Champion. Donc le premier intervient à SummerSlam 2013, donc c'est un pay-per-view, l'un des rares pay-per-view de 2013 que j'ai vu en direct à l'époque, et je me rappelle que vu que je ne suivais plus vraiment le catch, la WWE, je suis tombé en fait sur le pay-per-view par pur hasard. Je regardais en direct sur A1, je m'en rappelle, et je me disais Cena contre Bryan pour le titre. Alors déjà j'étais très très étonné de voir Bryan dans le main event face à Cena, et surtout pour moi voilà, Cena allait gagner. Pour moi c'était clair et net, ils avaient juste mis Bryan pour donner une très bonne note au match, mais ça s'arrêtait là quoi en fait. Voilà, ils avaient mis pour moi Bryan pour carry le match, et puis au final pour donner la victoire à Cena. Et finalement j'ai été très très content, voilà, victoire de Daniel Bryan face à John Cena, clean en plus de ça, sans triche, sans aide, enfin vraiment j'étais très très content. Bien évidemment ensuite on a eu le pedigree de Triple H et le cash de Randy Orton. Bon, ça m'a fait beaucoup moins plaisir, ça m'a direct fait descendre de 5 étages. Ensuite il y a son deuxième titre remporté à Night of Champions 2013. C'est vrai que quand j'ai été voir sur Wikipédia, j'ai vu qu'il avait été 3 fois champion,
Je me rappelais plus de ce règne-là, mais c'est vrai que, ayant revu l'année 2013, voilà, maintenant je me rappelle très très bien. De mémoire, ce match n'était pas mauvais face à Randy Orton, donc c'était à l'époque le champion, bien sûr. Justement, il lui avait piqué le titre à SummerSlam. Donc Daniel Bryan l'avait battu clean, et en fait, le lendemain à Raw, l'autorité lui avait tout simplement renlevé le titre. Voilà. Je sais plus exactement ce qu'il lui avait dit, je crois qu'il lui avait tout simplement dit que tout simplement il n'était pas qu'il n'était pas fait pour être champion, ou alors il y avait un bidouillage au niveau de l'arbitre, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais voilà, en gros, il a été champion un jour et finalement on lui a retiré le titre, donc c'est vrai qu'encore une fois son deuxième règne n'a pas été top, loin de là. Et le dernier, c'est celui qui m'a clairement le plus marqué, et c'est l'un de mes moments préférés en tant que fan de catch. C'était dans le main event de WrestleMania, enfin c'est carrément le WrestleMania 30 en général qui tourne autour de Daniel Bryan. Donc il y a donc forcément l'opener face à Triple H, avec une place dans le main event pour le vainqueur tout simplement. Finalement Daniel Bryan bat Triple H. Triple H bien évidemment est frustré, il ne voulait pas du tout voir Daniel Bryan dans le main event. Finalement donc il se venge, essaye de le blesser en lui mettant des coups de chaise dans la jambe, en balançant sa jambe dans le poteau, enfin vraiment voilà, il essaie vraiment de le blesser le plus possible pour le main event. On le retrouve donc 2h30 plus tard dans le main event, donc face à Randy Orton et Batista, donc le mec affronte l'évolution au complet donc dans la même soirée, et donc victoire donc de Daniel Bryan, et clairement j'ai explosé de joie à l'époque, ça m'a fait tellement plaisir, ça m'a fait beaucoup penser. Je compare énormément en fait ce main event à celui de WrestleMania 20 entre Benoit, Triple H et Shawn Michaels. C'est un petit peu pareil, là c'est vraiment le choix des fans, et c'est là où je vais vite fait parler du Yes Movement, et c'est là en fait où le Yes Movement a vraiment joué son rôle, c'est-à-dire que sans le Yes Movement, sans l'appui des fans, jamais Daniel Bryan aurait pu devenir champion à WrestleMania, puisque à la base, je vous le rappelle, c'est Batista qui avait gagné le Rumble, et à la base c'était Batista qui devait gagner le titre à WrestleMania, comme par exemple, je veux dire, une comparaison, c'est comme Roman Reigns cette année, enfin l'année dernière plutôt, qui devait gagner le titre. C'est juste que les fans ont tellement été contre la victoire de Batista, tout simplement que la WWE s'est dit on va pas pouvoir donner la victoire à Batista, vous imaginez la bronca dans le main event, ça va pas le faire. Et c'est pour ça que tout simplement Daniel Bryan est devenu champion, et clairement voilà, c'est pour ça. Je sais que le Yes Movement en a gavé certains, je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé cette gimmick. Moi c'est pas forcément une gimmick que j'adore, c'est pas non plus une gimmick que je déteste, mais clairement, étant un gros fan de Daniel Bryan, cette gimmick est clairement très importante pour lui, parce que sans ça, sans l'appui du public, sans ce Yes Movement, jamais il aurait pu toucher au titre poids lourd, au titre suprême de la compagnie. Et voilà. Et pour revenir, voilà, donc dans le main event de WrestleMania 30, c'est clairement le moment qui m'a le plus marqué dans la carrière de Daniel Bryan. Rien que d'y parler, voilà, ça me donne de l'émotion, parce que c'est un main event que j'ai beaucoup aimé. Déjà, le match en lui-même est très bon, et surtout, il y a une histoire derrière ça, c'est-à-dire que c'est un gamin qui vit son rêve, qui n'était pas fait pour réussir à la WWE, tout simplement car il n'a pas le physique pour. On lui a dit que tu es trop petit, que tu n'es pas assez stock, puisque oui, à la WWE, on aime bien les Randy Orton, les Batista, les John Cena, bref, vous avez compris ce que je voulais dire, des armoires à glace. Daniel Bryan, ce n'est absolument pas ça, c'est un peu comme CM Punk, ces deux catcheurs qui sont blindés de talent, mais qui n'ont pas le physique pour réussir, et à la WWE, on préfère choisir le physique au détriment du talent, ce qui est bien dommage bien sûr. Et clairement voilà, ce match est juste, ce moment même est génial du début à la fin, quand ensuite on voit Daniel Bryan aller voir Connor, enfin c'est vraiment un super moment, et clairement c'est un super main event pour clôturer un très bon show. Et clairement pour moi ce main event est l'un des meilleurs, franchement, l'un des meilleurs de la PGRA, peut-être même le meilleur, franchement, en étant honnête avec vous, quand on regarde bien. 2015, vous le savez, j'ai détesté. 2013, j'ai pas aimé. 2012, j'ai pas aimé. 2011, j'ai pas aimé. 2010, il est très bon, c'est discutable avec le 2010. 2009, il est largement meilleur que voilà. Et 2008,
2008 c'est discutable aussi, il est très très bon aussi. Mais non, je ne compterai pas 2008 puisqu'au final c'était pas encore la Pete Guerra à l'époque. C'est intervenu à SummerSlam la Pete Guerra, donc oui, pour moi c'est peut-être, ouais, c'est certainement le meilleur main event de la Pete Guerra avec celui du 2010, donc avec Shawn Michaels qui prend sa retraite face à l'Undertaker. Voilà, donc je pense que j'ai rien oublié. Il reste juste le dernier titre qu'il a remporté, le plus récent, donc c'était l'année dernière, le WrestleMania 31 justement, donc dans un 7-man ladder match pour décrocher le titre intercontinental qu'il a décroché. Mais malheureusement, comme pour d'ailleurs son règne qu'il a commencé à WrestleMania 30, le problème c'est qu'il a eu ses blessures et que malheureusement on n'en a presque pas profité. Et c'est extrêmement dommage. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'ai vu Cena champion US, Daniel Bryan champion intercontinental, je me suis dit les deux titres poids moyen vont vraiment être remis en avant. Et malheureusement, il y a seulement le titre US qui a pu avoir ce droit. Je pense que si Bryan ne se serait pas blessé, le titre intercontinental aurait eu des très très belles rivalités et c'est vraiment dommage. Mais voilà. Donc voilà, écoutez, voilà, j'ai donné mon avis sur Daniel Bryan. Qu'est-ce qui m'a marqué chez lui, c'est tout simplement sa combativité, son excellent niveau dans le ring. Techniquement, c'est la perfection. Il sait tout faire, tout simplement. Pour moi, c'est un petit peu un Chris Benoit, peut-être en un encore meilleur. Ouais. Franchement, je vais peut-être en choquer certains, mais pour moi, il est au-dessus de Chris Benoit parce que il a la technicité de Chris Benoit et il a aussi l'agilité. Et clairement, enfin voilà, c'est l'un des meilleurs catcheurs que la WWE ait eu dans ses rangs. Et il va énormément me manquer. Donc cette vidéo, écoutez, est terminée. Je suis très déçu pour Daniel Bryan, mais je suis aussi content parce que je suis un gros fan de lui, mais je préfère le voir en vie que de le voir mourir sur le ring. Et voilà, comme il a dit, il a 34 ans. Il a besoin de créer une famille, tout simplement. Il se sent bien avec Brie Bella. Et je leur souhaite tout simplement le meilleur pour la suite. Je ne sais pas ce que va devenir Daniel Bryan. Je parle pour sa carrière. Il a seulement 34 ans, donc vous inquiétez pas, on le reverra. Je ne sais pas où, je ne sais pas dans quel domaine. J'espère qu'il restera dans le catch. Pourquoi pas le voir en tant que général manager de Raw. Pourquoi pas le voir en tant que commentateur. Moi, ça me ferait très plaisir. Pareil, juste avant de terminer, j'ai juste donné mon avis là-dessus. Il y a des gens qui se posent des questions par rapport au fait que est-ce que Daniel Bryan en a terminé avec le catch et prend sa retraite de la WWE ou bien du monde en général, ou est-ce qu'il prend seulement sa retraite de la WWE et va remonter sur le ring de la Ring of Honor ou bien de la New Japan Pro Wrestling. Et si vous voulez mon avis par rapport aux interviews que j'ai pu voir de lui, notamment par rapport à son speech, ce qu'il a pu dire, ou bien même ensuite, on le voit qui clairement arrête le catch. Et moi personnellement, si vous voulez mon avis, je pense qu'il a vraiment pris sa retraite du ring. Et voilà. Après, ce que je veux dire, c'est que s'il arrête, si c'est vraiment sa retraite, que ce soit du ring en général, ça va pas me décevoir. S'il remonte sur le ring, c'est tant mieux. Mais voilà, moi ce que je veux, c'est qu'il soit en bonne santé. Il a 34 ans, il faut pas oublier qu'il a pris énormément de commotions cérébrales. Et vous pourrez peut-être parler de cette histoire pour tous les gens, tous vos potes qui sautent de votre gueule, qui vous disent « Oh les catcheurs, de toute façon le catch c'est chiqué, c'est pas grave, c'est pas dangereux ». Vous pourrez peut-être leur parler que Daniel Bryan a seulement 34 ans et que si c'était si peu dangereux, si c'était si fake que ça, il aurait pas dû prendre sa retraite et il aurait pas pris autant de commotions cérébrales. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir donner votre avis en commentaire sur Daniel Bryan. Qu'est-ce que vous retenez de The American Dragon? Quels sont les moments qui vous ont le plus marqué dans sa carrière? Est-ce que, si vous ne l'aimez pas, dites-moi tout simplement les raisons. Je sais que forcément, comme j'ai dit en début de vidéo, un catcheur a forcément des fans et des haters, enfin des haters entre guillemets, des gens qui ne l'aiment pas, c'est normal. Même le catcheur le plus over du monde aura des gens qui ne l'aiment pas, c'est tout à fait normal. Bien évidemment, il y en a qui sont plus populaires que d'autres. Daniel Bryan, en termes de popularité pour un top face à la WWE, c'est, je pense, peut-être le dernier grand top face que la WWE ait eu.
je ne compte pas Cena, je veux dire, en termes de récent, je pense que c'est vraiment le dernier grand face que la WWE ait réussi à faire. Et je vais vraiment terminer là-dessus. Je veux pas passer pour un hater de Roman Reigns, même si je ne l'aime pas, enfin, voilà, vous le savez. Mais c'est la différence entre un gars, je vais prendre un exemple, c'est la différence entre un gars qui est aimé par les fans et que c'est grâce à eux, parce qu'ils ont poussé pour qu'il soit champion. Donc ça c'est pour Daniel Bryan, et pour Roman Reigns, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la WWE qui veut nous forcer à l'apprécier. Et personnellement, je suis désolé pour ceux qui vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi ça marche toujours pas. C'est encore très très moyen. Suffit de voir la réaction des fans au Rumble. Après, comme je l'ai dit, les fans du Rumble étaient des smarts, c'est pas pareil. Mais à WrestleMania, je peux vous l'assurer, ce qui va très certainement arriver, si on va se taper Roman Reigns face à Triple H, ça m'étonnerait pas que ce soit Roman Reigns qui se fasse huer. Mais bon, ça c'est encore une fois une autre histoire. Voilà. Donc écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. En tout cas, moi, je vais vraiment le regretter. Mais voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ce catcheur. Et puis voilà, merci pour tous les grands matchs qu'il nous a offerts. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut.